Salut tout le monde. Ça fait un moment que- Non, déjà bonjour. C'est parce que je sais pas quand sortira cette vidéo, donc j'en ai déjà fait une ce matin, mais bonjour quand même. Euh, Ça fait un moment qu'on me demande de faire une vidéo sur cette opération qui s'est passée en dessous de Kursk avec des soldats russes qui sont passés dans un tuyau de gaz pour arriver sur les arrières des Ukrainiens. Alors j'en ai pas fait tout de suite parce que j'attendais. Je savais que j'avais un copain qui était dedans et j'attendais sa réponse. Et sa réponse est arrivée ce matin, donc je vais pouvoir vous dire ce qu'il m'a dit. Bon, c'est pas un message de 15 pages, mais il m'a raconté un petit peu en gros ce qui s'est passé, donc la vérité en fait, parce que ça vient directement de lui et pas de journalistes ou de LCI qui vous racontent n'importe quoi, etc. Alors, euh, qui a fait cette opération déjà? Alors alors j'avais entendu dire aussi dans les médias français que c'était 100 soldats, 200 soldats. Alors c'est complètement faux, ils étaient 800. C'était 800 soldats qui venaient en grande partie des VDV. VDV, c'est les parachutistes. Euh, Faut savoir qu'en Russie, quand vous faites votre service militaire, par exemple, mon neveu en a fait partie et je l'ai accompagné à la gare ce jour-là. Euh, quand vous allez vous présenter pour faire votre service militaire, vous demandez de vous-même à faire partie des parachutistes. Alors il faut avoir une certaine condition physique, il ne faut pas avoir de problème aux jambes, aux pieds, aux bras, aux mains, enfin pas d'anomalie, il ne faut pas avoir que quatre doigts, faut pas, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, faut être en toute possession de ses moyens. Et c'est assez dur. Il a fait un an, à la fin il en avait marre parce que c'était le service militaire. Il avait des sergents, qui étaient complètement cons, euh, qui buvaient beaucoup, euh, qui tapaient des soldats à coups de, de câbles en métal. Mais enfin bon, ça s'est passé en Russie, ça se passe en France aussi, hein, j'ai déjà vu ça. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe partout. Il y a toujours des cons partout. Lui, il est tombé sur des cons. Bref, il est sorti de là et il n'a pas voulu. Il était content de partir, quoi. Et quand il y a eu il était spécialiste en déminage chez les parachutistes. Et quand il y a eu l'opération spéciale et qu'ils ont été qu'ils ont été mobilisés, les 300 000, là, il était là-dedans. On lui a demandé s'il voulait aller chez les parachutistes au déminage. Il a dit non, 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 soldat normal. Ils lui ont dit si tu vas au déminage, tu seras sergent, etc. Non, 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 non. Il dit non, non, je veux pas de ça. Donc il est resté simple soldat, normal, avec ses copains. Voilà. Euh, Ça, je vous raconte l'histoire de mon neveu, mais il n'était pas, évidemment, puisqu'il a été brûlé, il n'était pas dans cette opération. Mais bref, celui qui m'a raconté ça est parachutiste. C'est celui qui m'invite à chaque fois, quand il y a les commémorations sur les parachutistes à venir. Bon. Donc 800 soldats. Alors comment ça s'est passé? Euh, Ils étaient tous en attente, camouflés en dessous pour pas être repérés par des drones ou par des satellites ou tout ça. Ils étaient en dessous des grandes trucs camouflés où ils avaient préparé tout à l'avance, la bouffe, les lits picots pour dormir, etc., etc. Euh, Ils sont restés un certain temps, ils m'ont pas dit combien de temps. Et pendant ce temps-là, il y a des spécialistes russes, soldats aussi, qui ont dégazéifié le tuyau. Alors, comme il m'a dit, il faut savoir que si Zelensky n'avait pas arrêté le transit du gaz entre la Russie et l'Europe, alors que ça leur rapportait des milliards, hein, aux Ukrainiens, et que ces tuyaux n'étaient jamais, jamais, jamais bombardés par les Ukrainiens, évidemment, parce que ça leur rapportait du pognon, les soldats russes n'auraient jamais pu aller dans ces tuyaux où il n'y avait plus de gaz, quoi. Donc, c'est un tuyau qui faisait 1,40 m de large,
où il y avait des poches de gaz. Donc ils ont vidé les poches de gaz, ils ont injecté de l'oxygène dans les tuyaux. Il y a des soldats qui sont descendus avec des combinaisons genre NBC, ça ressemblait à des plongeurs, avec des bouteilles d'oxygène, etc. Ils sont descendus voir avec des détecteurs pour voir s'il y avait encore du gaz, pour voir si tout ça. Bon, ils ont vraiment fait ça bien. Et surtout, il m'a dit, ils ont été très pros parce qu'il fallait faire très très doucement. Il fallait pas taper avec les bouteilles dans les parois du truc. Il y avait qu'un mètre 40 quand même, mais ils sont arrivés à. Alors, ils sont arrivés quand même à passer. Alors, il m'a parlé de caoutchouc qu'ils ont mis autour des bouteilles pour s'ils percutaient les tubes pour pas que ça fasse de bruit. Donc voilà, ils ont avancé. Donc, et une fois que ça a été déclaré apte à ce que des humains restent dedans, et tant que ils n'étaient pas arrivés exactement au bout, parce qu'il y avait des types qui creusaient doucement, hein. Enfin qui creusaient, qui avançaient et qui creusaient pour sortir. Tant que ça c'était pas prêt, il y a 800 soldats, 800 types, des parachutistes, quelques soldats de Tchétchénie, Ahmad, hein, et quelques d'autres unités. Je crois qu'il y avait des Morskoy Pichot, c'est les bérets noirs, c'est les troupes de marine en fait. Ça vaut les parachutistes, hein, c'est peut-être même meilleur que les parachutistes. C'est les commandos marines en fait, français, sauf qu'ils sont beaucoup, ils sont pas que quelques-uns. Sont descendus, ont avancé, se sont placés là où on leur disait de se placer, tout le long du tube, jusqu'à un certain point, et ils sont restés là pendant plusieurs jours. Alors, comme il dit, imagine ce qu'on devait ressentir dans ce truc-là. Les toilettes, bah, il y avait des seaux qui passaient, il fallait faire ses besoins devant tout le monde, au milieu du tuyau, et le seau sortait là, un par un, hop, pour ramener dehors. C'était assez compliqué. La nourriture, ça s'est bien passé, l'eau, ils en avaient à volonté, tout était bon. Ils s'étaient grimés en noir. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui était le plus compliqué? Il me dit, en fait, rien, à part les toilettes, parce que on était tous hyper excités. Parce qu'on savait qu'on participait à un truc super, à un truc extra, à un truc qui allait tout changer, à un truc qui allait prendre les Ukrainiens par l'arrière de leur position, etc. Ils savaient ça. Donc ils étaient hyper excités. Euh, Quand l'ordre a commencé à être donné de sortir, il y avait une vingtaine qui étaient prévus. Alors ça devait être des bons, j'imagine, qui étaient prévus pour sortir les premiers, prendre les positions et attendre après que les autres sortent. Donc c'est ce qui s'est passé, les 20 sont sortis, pas de bruit, et puis ils se sont déployés, les 800 se sont déployés. Ils avaient une petite peur, c'était que certaines positions ukrainiennes qui avaient été repérées par drone aient changé. Donc en fait, non, ça n'avait pas changé. Donc ils étaient bien positionnés là où il n'y avait pas de poste de défense ukrainien. Ils étaient sur une ligne à peu près. Et l'ordre a été donné par radio. Et ils ont commencé à progresser sur les arrières des Ukrainiens. Alors, il m'a dit que tous les Ukrainiens, les soldats normaux, tout ça, se sont rendus tout de suite. Et que par contre les autres, les fêlés, tout ça, les tatoués, enfin vous voyez ce que je veux dire. Euh, je dis plus rien parce que YouTube m'a supprimé ma vidéo pour appel à la haine parce que j'ai montré tous les tatouages sur une vidéo des Ukrainiens pour vous montrer en France que c'était pas que des gentils Ukrainiens quoi. Ils avaient des croix partout, la tête de Adolphe sur la jambe, enfin. Donc je fais attention maintenant. Mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc ceux-là, par contre, ils ont résisté jusqu'au bout, soit à la dernière cartouche, soit se faire tuer, soit se suicider même. Euh, Ils ont fait pas mal de prisonniers, pas mal. Et parce qu'ils sont arrivés vraiment par surprise, donc les types, ils ont eu juste à lever les bras, quoi. On leur a dit lève les bras, qu'est-ce que vous voulez faire? Si votre mitraillette elle est par terre, ben vous levez les bras, quoi. Sinon c'est fini. Donc beaucoup de prisonniers. Ensuite, une fois que ça a été fait, ils avaient des positions préétablies à aller prendre. Par contre, là, non pas sur les arrières, mais dans l'autre sens.
Et ils ont avancé pas mal, quoi, parce qu'il y avait derrière tout ça, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il n'y avait pas grand monde. Donc ils ont pu, à 800, ils ont pu. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté pour attendre les renforts. Voilà, pour attendre. Parce que cette opération a duré toute la nuit, et puis, enfin une partie de la nuit, et puis une partie de la matinée, ce qui fait que quand ils sont arrivés vers midi, ils étaient tous assoiffés, enfin il fallait boire, donc on leur a apporté de l'eau et tout. Alors il m'a dit que lui, une bouteille de 5 litres d'eau, c'était pas prévu, hein, mais est arrivé par drone, avec 5 litres d'eau, une bouteille de 5 litres, quoi, et hop, et clac, a lâché la bouteille près d'eux et est reparti. Il m'a dit, franchement, autant on voit l'utilisation du drone comme quelque chose qui tue, autant aussi on a l'utilisation du drone, et en Russie ils l'ont beaucoup, qui aident. Et vous avez aussi des drones maintenant avec des chenilles qui sont assez courants maintenant, et qu'un opérateur envoie sur une zone du front qui est en danger, où c'est vraiment ça barde, et plutôt que de faire tuer une ambulance avec des mecs dedans et tout ça, c'est cette espèce de tank, mini-tank qui va, qui c'est deux chenilles et puis un truc plat à peu près avec plein d'accroches pour des sangles et tout ça. Et il arrive au front, et vous posez les blessés dessus, et le blessé, pardon, c'est pas les, c'est le blessé, et vous le sanglez comme il faut, et hop, le truc il revient. Donc il me disait que c'est vraiment bien. Donc voilà, ils étaient tous fiers de ce qu'ils ont fait. Euh, Connaissant la Russie, quand tout ça, ça sera fini, il y aura un endroit avec une statue, et puis ils se réuniront les 800 tous les ans pour commémorer un truc. Ça c'est certain, je connais les Russes, ça sera fait. Ils seront pas oubliés pour l'exploit qu'ils ont fait. Ils auront pas juste une médaille et c'est fini. En Russie, c'est pas la France, quoi. C'est pas voilà, c'est vraiment vous vous continuez pendant des dizaines et des peut-être plus années à commémorer les exploits de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de vos ancêtres. Voilà. Donc j'espère que ça continuera pendant très longtemps parce que c'est ça qui est très très beau en Russie, de pas oublier les gens. Voilà. Hier, j'ai vu, juste une petite aparté, hier j'ai vu un truc sur TikTok, des jeunes en France qui gratuitement nettoient les tombes, et qui racontaient une petite histoire. Et ben en fait, ça m'a fait drôle parce que je pensais pas qu'en France, il y a des jeunes qui étaient capables de faire ça. Les gens n'ont pas le temps de venir ou habitent loin, etc. Bah, ils viennent, ils nettoient les tombes. Ils nettoient les tombes par respect pour les gens qui sont là. Et j'ai trouvé ça super. Et vraiment, j'étais étonné. Parce qu'en Russie, c'est régulier, quoi. Je veux dire, vous avez des trucs, par exemple, quand c'est le printemps, la neige est partie, bon ben, les enfants sont à l'école, et il y a une journée qui est décrétée au niveau de la ville, par exemple, ou nationale, je sais plus, où tous les gosses prennent un sac poubelle, un pic, ou je sais pas ce qu'ils ont, et puis ils sortent dehors et ramassent tout ce qu'ils trouvent. Ou alors ils vont au cimetière et ils balayent les feuilles mortes à l'automne. Ou voilà, les enfants s'occupent de ça. Je me rappelle, alors vous voyez, je me rappelle aussi de la famille de mon ex-femme, dont la maman était ukrainienne. Quand j'avais été à Kiev voir sa famille, il y avait un jeune cousin qui était procureur, ou je sais plus, un truc comme ça. Et il m'avait raconté que tous les ans, quand il était à l'école militaire, et ça continuait après, hein, puisque ça c'était en 2008, je crois, 8 ou 11, je sais plus. Ils allaient où il y a l'immense statue à Kiev avec une femme avec un bouclier puis une épée là qui est assez connue, et au pied de ça il y a le musée de la Victoire, quoi, où il y a des tanks, il y a des T-34, il y a tout ça, et il faut les repeindre là où il y a la rouille, etc. Et c'est les jeunes de l'école militaire qui font ça. Voilà. Donc il y a des gens bien partout, vous voyez. Enfin bref. Voilà, donc petite vidéo, voilà, pour vous raconter ça. J'en ai pas plus. J'en avais qu'un sur 800, bon, c'est déjà pas mal. Et voilà ce qu'il m'a raconté assez succinctement, parce il est au repos maintenant. Donc, je pense que, tout va bien se passer pour lui. J'espère. Et puis voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à plus.